Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, on continue le décryptage de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne avec les chapitres 31 et 32. Pour résumer, le professeur Lidenbrock, son neveu Axel et le guide Hans sont descendus dans le cratère d'un volcan islandais et sont depuis 47 jours sous terre dans le but de se rendre au centre de la Terre. Après quelques péripéties, les voilà devant une grande étendue d'eau dans une énorme cavité avec des nuages et une source lumineuse. Chapitre 31. Comme dans les précédents chapitres, il y a une erreur entre le jour et le nombre de jours sous terre. Si on suit la vidéo précédente, on est le 15 août. Mais vu les dates écrites dans la suite du roman, on va dire qu'on est le 11 août 1863. Cela fait 80 jours que nos héros ont quitté l'Allemagne et 48 jours qu'ils sont sous terre. Axel se réveille de bon matin, bon déjeuner, etc. Aucune nouvelle péripétie, aucun problème. Le professeur Lidenbrock explique que la marée se fait aussi sentir ici. Et effectivement, la mer intérieure s'est élevée d'une dizaine de pieds, soit à peu près 3 mètres. C'est le bon moment pour expliquer rapidement le principe de la marée. Il s'agit du mouvement montant puis descendant des océans et mers, résultat de l'attraction de la Lune principalement, mais aussi du Soleil et de la force centrifuge. Pour faire court, la Lune ici attire l'eau de la Terre, c'est la marée haute, de même à l'opposé à cause de la force centrifuge. Au contraire, ici et ici, c'est la marée basse. Il faut savoir que l'attraction de la Lune, responsable des marées, fonctionne aussi sur la Terre solide, mais dans des proportions évidemment très faibles. De même que dans les mers et lacs, dire qu'il n'y a pas de marée en Méditerranée, c'est vrai et faux. Vrai comparé à l'Atlantique, il n'y a pas de marée, mais faux. Il y a quand même une légère variation entre marée basse et marée haute qui peut atteindre les 40 cm. Axel accepte enfin la théorie de Davy, la température et la pression n'augmentent pas de manière significative selon la profondeur. Il fait certes plus chaud, mais pas autant que les théories actuelles et celles que Axel pensait être vraies. Maintenant, ok, on est dans les profondeurs de la Terre, il y a une mer souterraine soumise aux marées, mais pour l'instant, aucune espèce animale n'a été découverte. Ces lieux semblent inhabités. Axel propose alors d'essayer de pêcher pour voir s'il y a du poisson, on sait jamais. Mais avant ça, où sommes-nous? Lidenbrock y répond après ses appareils et calculs à 350 lieues au sud-est de l'Islande sur le plan horizontal, soit 1690 km. Ils doivent être d'après notre carte sous l'Écosse. Fait curieux, lorsque le professeur vérifie leur direction avec la boussole, l'aiguille se relève. Conclusion, le point d'attraction magnétique se trouve à une faible profondeur. Comprenons que si nos héros se trouveraient à leur profondeur mais à l'endroit du pôle nord magnétique, l'aiguille indiquerait vers le haut. Lidenbrock nous dit que le pôle nord magnétique se trouve au 70e degré. La dernière mesure, en 2017, nous dit plutôt 86 degrés. Il y a une grande différence entre 70 et 86. Mais Jules Verne ne s'est pas trompé, le pôle nord magnétique change de place et vers 1860, il se trouvait bien vers le 70e parallèle. Et c'est bien James Clark Ross, explorateur polaire britannique qui en 1831 atteint le pôle nord magnétique à ce 70e degré. Belle phrase de Lidenbrock, la science est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent peu à peu à la vérité. Bon, on a dit quasi 1700 km de l'Islande, mais en profondeur. Ils sont à 35 lieues, soit 170 km. Et oui, au final, c'est pas beaucoup comparé au centre de la Terre, qui est à 6378 km. On l'a déjà dit, ici la température n'augmente pas trop avec la profondeur, mais dans la réalité, à 170 km, il fait environ 1500 degrés. À 170 km, nos amis sont bien dans le manteau, car la croûte terrestre a une épaisseur moyenne de 30 km, et jusqu'à 70 km sous les chaînes de montagne. Et oui, comme on l'a deviné avec la carte, ils sont bien à 170 km sous l'Écosse. Précisément sous les monts Grampians, la chaîne de montagne du milieu de l'Écosse. C'est ici que se trouve le point culminant de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, le Ben Nevis, à 1345 mètres. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais on fait quoi maintenant? Axel le demande à son oncle en proposant de revenir à la surface
Cela va bientôt faire 50 jours qu'ils sont sous terre quand même. Non, pour Lidenbrock, il faut continuer, on est loin du but. Et tout s'est bien passé jusqu'ici, alors pourquoi arrêter là? Le professeur propose tout simplement de traverser cette mer. Une issue doit sans doute s'y trouver à l'autre bout qui se situe d'après les estimations du professeur à 30 ou 40 lieues, soit entre 140 et 200 km. Pour rappel, un lieu égale 4,8 km. Le professeur indique même que dès demain, ils prendront la mer. Et oui, un radeau est en train d'être construit par Hans. Mais avec quel bois? Du bois fossile, du Surtabrandur pour être précis, c'est une sorte de lignite. La lignite, c'est une roche sédimentaire composée de restes de plantes. C'est la roche intermédiaire entre la tourbe et le charbon. Plus d'infos sur cette vidéo présent sur la chaîne. Le bois fossilisé ou bois pétrifié, c'est du bois fossilisé où la matière organique a été remplacée par des minéraux comme le quartz. Bon, le problème, c'est qu'en vrai, le bois pétrifié, ça flotte pas, puisqu'en gros, c'est un caillou. Et la lignite a une densité de 1,2. Elle ne flotte pas vraiment, mais au bénéfice du doute, on va dire que si. Le problème avec la lignite, c'est qu'elle se désagrège facilement. Il faut dire que vu la description qui est faite dans le livre, le radeau est fait juste de bois très légèrement pétrifié, très légèrement transformé. Dans ce cas, on va dire qu'il flotte bien. Le radeau fini, il fait 10 pieds de long sur 5 de large, soit seulement 3 mètres sur 1,50 m. On peut dire que c'est pas bien grand pour une embarcation devant transporter 3 personnes sur plus de 150 km. Bref, quoi qu'il en soit, un radeau a été construit et est prêt à traverser la mer Lidenbrock, située à 170 km sous l'Écosse. Fin du chapitre 31. Chapitre 32. On est le 13 août, le professeur Lidenbrock donne l'ordre d'embarquer. Ce petit port naturel où se trouve le radeau est nommé d'après une proposition d'Axel, le port Grauben, du nom de sa petite amie restée en Allemagne. Pour info, le prénom de Grauben n'existe pas en Allemagne, c'est Jules Verne qui l'inventa, à partir du terme grab qui veut dire creuser. Bon, le départ est donné, la brise souffle dans la bonne direction, et 1 heure plus tard, le professeur estime leur vitesse à 30 lieues par 24 heures, soit 144 km en 24 heures. Effectivement, à cette allure, ils peuvent atteindre le rivage opposé en seulement 1 ou 2 jours. Alors que plus aucune terre n'est visible de tous côtés, de nombreuses algues se trouvent à la surface de l'eau, ralentissant la vitesse du radeau. Jamais Axel n'avait vu des algues, des fucus plus précisément, aussi grandes, jusqu'à 4000 pieds, soit 1220 mètres. Très loin du record actuel qui est de seulement 43 mètres, et encore, imaginez des algues de 43 mètres. Axel est chargé de tenir le journal de bord. 14 août, brise du nord-ouest, marche rapide, beau temps, 32 degrés. Il s'essaye à la pêche, vérifions si ces eaux sont habitées ou pas. Cela semble être non, car pendant 2 heures, aucune prise. Puis enfin, un poisson mord à l'hameçon. Un esturgeon, d'après Axel. Lidenbrock n'est pas d'accord. Sa tête est plate, il possède des plaques osseuses et non des écailles, il n'a pas de dents, bref, c'est bien en apparence un esturgeon. Ces poissons de l'hémisphère nord de grande taille, 2 à 3 mètres généralement, dont les œufs ne sont autres que le caviar. Mais ici, ils diffèrent à quelques points des esturgeons connus. Pour le professeur, il s'agit d'une espèce éteinte d'esturgeon vivant au Dévonien. Le Dévonien, c'était il y a 400 millions d'années, bien avant les dinosaures. Et c'est vrai que l'esturgeon fait partie des plus anciennes familles de poissons. Cependant, les premiers ont quelques 200 millions d'années, et non 400. Lidenbrock enchérit. Il appartient à l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides et genre des pterichthys. Alors je n'ai rien trouvé sous cet ordre, famille et genre. Il faut dire que les classifications et termes ont changé depuis le 19e siècle. Quoi qu'il en soit, le terme de ganoïde désigne les écailles épaisses comme ceux que possède l'esturgeon. Fait particulier, ce pterichthys, comme il le nomme, est aveugle, particularité qui se rencontre effectivement chez les poissons d'eau souterraine. La mer Lidenbrock doit être, à cet endroit en tout cas, très poissonneuse, car de nombreux pterichthys sont pêchés, ainsi que des dipterides, une famille de poissons ayant vécu au Dévonien. Il n'y a donc que des poissons fossiles dans ces eaux. Axel se laisse rêver et imagine voir des chersites, des grandes tortues apparemment, des terres avec des grands mammifères comme le Leptotherium et le Mericotherium, dont je n'ai trouvé aucune information, des Lophiodons, ça c'est des mammifères herbivores proches du tapir qui ont vécu il y a 47 à 34 millions d'années,
des Anoplotherium, herbivores ongulés, vivant il y a 34 à 28 millions d'années, des mastodontes, ce sont des proboscidiens, comme les éléphants actuels qui ont vécu au Cénozoïque, des mégathériums, des paresseux géants qui ont vécu il y a 1 à 2 millions d'années, des protopithèques, soit le premier singe, mais pareil, pas trouvé d'informations, et des ptérodactyles, ça tout le monde voit c'est quoi, ils ont vécu il y a 150 millions d'années. Bref, Axel imagine tout simplement avoir divers animaux éteints, mais qui ont aussi bien vécu il y a 400 millions d'années qu'il y a seulement 1 million d'années. Mais son rêve est si fort que cela ressemble plus à des hallucinations. Son oncle lui parle, mais il ne répond pas. Il est à 2 doigts de tomber dans l'eau lorsque Hans le saisit. Axel se réveille enfin, revoilà le monde réel, un petit radeau naviguant sur une immense mer sans terre à l'horizon. Fin du chapitre 32 et fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionné en entier, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de t'abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans les profondeurs de la Terre.